Dans le reste de l'actualité, on en a parlé, Michel Barnier est donc dans le Rhône aujourd'hui, département touché par de fortes inondations. Il va lancer le plan national d'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il faut mieux adapter nos territoires face à ces événements climatiques qui sont de plus en plus violents et qui touchent finalement l'ensemble du pays? Je crois que votre département a été touché il y a quelques mois également. Oui, en juillet, la ville de Cran a été touchée et je dois dire qu'on est à chaque fois désemparés face aux difficultés que rencontrent l'ensemble des personnes qui sont touchées par ces phénomènes, aussi bien les particuliers que les commerçants, et qui n'ont toujours pas, pour certains, de réponse aujourd'hui en termes d'habitat et qui n'ont pas retrouvé aujourd'hui aussi la capacité de réouvrir leur commerce. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus effectivement de phénomènes comme cela. Et il faut réfléchir à qui prend en main. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les collectivités territoriales? Là, il y a un vrai sujet. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui l'idée aussi de populations qui doivent être déplacées, ce qui est terrible. En soi, c'est terrible. On regardait ça avec un petit peu d'indifférence, finalement, quand ça se passait à l'étranger. Les pays asiatiques qui sont soumis à la mousson, par exemple, on voyait des milliers et des milliers de personnes qui étaient déplacées géographiquement. Et là, on voit qu'en France, aujourd'hui, on peut aussi vivre ces moments de déchirure personnelle, familiale et économique. Et je crois qu'il faut absolument trouver des moyens pour aider les populations et en tout cas prévenir aussi. Parce qu'il faut anticiper. Je pense qu'il y a eu des constructions un petit peu au hasard, sans réfléchir justement à ces phénomènes d'inondation, ces phénomènes de débordement aussi des rivières et des fleuves. Et qu'il faudra certainement déplacer des populations pour qu'elles vivent de façon plus apaisée. Parce que d'avoir toujours cette espèce d'épée de Damoclès en se disant, voilà, les inondations peuvent tout envahir, c'est quand même invivable. Et sur le plan de l'intensité morale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser comme ça. Et pour les collectivités aussi, vous parliez tout à l'heure de leurs difficultés à entretenir notamment les églises à cause des finances. Est-ce que là, il y a un risque aussi que les collectivités soient lâchées par les assurances? On entend déjà certaines d'entre elles le dire. Et se retrouvent face à des coûts énormes. Mais bien sûr, et on peut comprendre aussi les assurances. Je veux dire que quand il y a trop de dommages à réparer, les assurances peuvent aussi elles-mêmes être en faillite. Donc il faut réfléchir avec l'ensemble des assurances, avec l'ensemble des collectivités territoriales et l'État. Il faut que l'État soit bien présent et regarder comment désormais on anticipe et que l'on met en place un véritable programme annuel de déplacement et de reconstruction de quartiers entiers. On va parler du budget de la Sécu dans quelques instants, mais d'abord un mot sur le budget, puisqu'il est en ce moment en examen à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont débuté l'examen lundi, est-ce que pour vous, il y a des lignes rouges dans ce texte? Il y a des propositions qui posent un débat. Parce qu'on va être justement tous mis un peu au pied du mur. Je voudrais rappeler quand même que sur le budget, on atteint en 2024 le déficit qu'on aurait dû avoir en 2027. Donc on a de l'avance sur le déficit. On est à moins 17 milliards d'euros. Donc effectivement, il faut avoir ça en tête et la responsabilité qui est la nôtre est importante. Il faut réfléchir aussi bien sur les recettes que moins de dépenses, ou comme je le dis aussi, la pertinence des dépenses. J'avais déjà annoncé qu'il fallait un véritable travail là-dessus l'année dernière, parce qu'il me semble qu'on n'a pas suffisamment travaillé ces dernières années au problème de la redondance de certains soins, à la pertinence de certains soins, au fait que finalement il y a des dépenses qui ne sont pas utiles. Je dis toujours, 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Si on avait fait cet effort-là, on ne serait peut-être pas au niveau de déficit où on se trouve aujourd'hui. Et je pense qu'il est grand temps de réfléchir aussi plus fortement sur la fraude. L'ancien gouvernement avait fait des efforts, mais je pense qu'il faut vraiment encore en produire. On parlait des collectivités, on y revient. Est-ce que l'effort de 5 milliards qui leur est demandé vous paraît juste ? Mais tout est injuste. Demander des efforts, c'est injuste. Surtout quand on sait que finalement, la satisfaction n'est pas au maximum. C'est toujours injuste. Mais là, face au mur du vieillissement aussi, c'est ça, la démographie vieillissante fait que nous avons besoin aussi de dépenses supplémentaires. Moi, je pense aux EHPAD qui sont en très, très grande difficulté aujourd'hui.
aux hôpitaux. Je pense à l'aide à domicile en particulier. Le besoin d'accès aux soins qui se fait de plus en plus important du fait du vieillissement et des maladies chroniques qui sont de plus en plus importantes. On a d'énormes besoins, donc il faut absolument avoir ça en tête et en même temps essayer de trouver l'équilibre de nos finances, parce que sinon c'est la protection sociale de notre pays qui sera remise en cause. On passe à l'actualité du Sénat et on parle donc d'un autre budget, le budget de la Sécu. Vous êtes la rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Ce budget de la Sécurité sociale, il arrive en séance le 18 novembre. Et hier, vous avez auditionné à ce sujet la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. On va voir ce qui s'est dit pendant cette audition avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour. Et Quentin, le gouvernement vise un trou de la Sécu ramené à 16 milliards en 2025. Voilà, c'est le scénario envisagé effectivement depuis 15 jours et la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pas de la santé et des Français. En 2024, le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre 18 milliards. Il s'agit effectivement de le ramener à 16 l'an prochain. Les dépenses de santé qui vont continuer à augmenter, mais le gouvernement espère faire des économies. L'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, doit passer de 3,3% en 2024 à 2,8% l'an prochain. Et parmi les sources d'économie, il y a la proposition du gouvernement de moins rembourser les consultations médicales. Voilà, du moins c'est ce que nous avions compris il y a 2 semaines lors de la présentation du budget de la Sécu. L'idée étant de faire davantage reposer ces dépenses sur les mutuelles et autres complémentaires santé. Mais hier, en audition, la ministre de la Santé s'est montrée très prudente. Écoutez un extrait. Aujourd'hui, la décision n'a pas été prise. Moi, je souhaite continuer de travailler pour faire en sorte que cette diminution soit la moins importante possible. Ce que je souhaite, c'est l'accès aux soins. Que l'accès aux soins reste possible pour tous. L'inquiétude depuis plusieurs semaines, c'est de voir les tarifs des mutuelles augmenter l'année prochaine si elles doivent davantage rembourser les consultations chez le médecin ou la sage-femme. Les mutuelles qui ont déjà augmenté de 8% leurs tarifs l'an dernier. Un rapport sénatorial, on en avait parlé dans cette émission, qui estimait que la hausse aurait dû atteindre 4,5 à 6,5%, mais pas du tout 8%. Et donc on le voit, la ministre de la Santé qui est toujours au travail, je cite, avec ses mutuelles et n'a pas tranché donc la question du ticket modérateur, de ce moindre remboursement des consultations. Il y a d'autres sources d'économie qui sont également avancées par le gouvernement. Voilà, il y en a beaucoup. On va les rappeler. On rappelle le décalage de l'indexation des retraites sur l'inflation. Cela représente 3,6 milliards d'euros. C'est donc dans le budget de la sécurité sociale, on l'oublie parfois. On voit le retour des mesures dites d'efficience de l'hôpital, c'est-à-dire une meilleure organisation. Cela doit rapporter 700 millions d'euros, comme par exemple l'optimisation des achats à l'hôpital. Les transports sanitaires devrait faire 450 millions d'euros d'économies. L'imagerie médicale, la biologie, 300 millions. La lutte contre la fraude doit rapporter 900 millions de baisse de dépenses. Enfin, les arrêts maladie pourraient être moins remboursés. Cela rapporterait 600 millions d'euros aux caisses de la Sécu et avec une plus grande prise en charge de la part des entreprises qui fait donc, qui fait aussi débat pour ces entreprises. Elisabeth Doineau, on le dit, vous êtes la rapporteure générale du budget de la sécurité sociale au Sénat. Est-ce que vous avez compris la même chose que nous sur l'arbitrage, sur le ticket modérateur? Pour l'instant, on ne sait pas encore si les mutuelles vont devoir davantage prendre à leur charge le remboursement d'une consultation. Vous êtes d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien les franchises que le ticket modérateur, ce sont des décisions réglementaires, donc qui appartiennent à la ministre. Ce n'est pas d'ordre législatif. Nous n'aurons pas en réalité à débattre de ce sujet. Cependant, un certain nombre de parlementaires disent que nous devrions avoir un droit de regard sur justement ces choix qui ont des répercussions sur le portefeuille de l'assuré. Donc, c'était bien que nous en parlions hier. Ce que j'ai pu ressentir finalement, parce qu'il n'y a pas eu de précision, c'est que la ministre, elle était encore un peu mitigée sur la décision à prendre. Et je la comprends. C'est pourtant noté dans les documents de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, tel que présenté aux journalistes il y a 15 jours maintenant à Bercy. C'est 1 milliard d'euros. Oui, mais je vous rappelle aussi que le gouvernement a eu très peu de temps pour présenter... 17 jours. Voilà, c'est ça. Et qu'en réalité, il fallait trouver effectivement des dépenses en moins. On peut s'interroger quand même sur la prise en charge par les complémentaires santé.
parce que, effectivement, vous l'avez dit, le rapport de nos collègues était... D'ailleurs, il a été dit par la ministre qu'il était intéressant, ce rapport, et qu'elle pouvait s'en inspirer, que les frais de gestion des assurances complémentaires, il est quand même très, très haut. Si c'était la sécurité sociale qui avait tout en charge, comme ça l'est dans une certaine région, on pourrait baisser, en fait, le coût à l'assuré. Donc, moi, ce que je demande aux mutuelles, aux complémentaires santé, c'est de réfléchir sérieusement à leurs frais de gestion. C'est justement aussi ma deuxième question. La ministre qui a aussi cité le fait que ces mutuelles remboursaient les médecines douces comme l'ostéopathie, la naturopathie ou encore la sophrologie. Et c'était chiffré dans le rapport Iacovelli. Ça représente 1 milliard d'euros et ça fait débat. Vous le dites, il faut engager un bras de fer en fait avec les mutuelles. Non pas un bras de fer, mais un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'il faut en discuter, en débattre avec eux. Qui s'occupe de la prévention aujourd'hui dans notre pays? Moi, j'ai regretté auprès de la ministre qu'on n'ait plus cette appellation dans ses compétences. Intitulé, ouais. Dans son intitulé. La prévention, c'est la réduction des risques. Et nous devons travailler à la réduction des risques parce que ce sera autant de recettes en plus du fait que ce sera moins de dépenses aussi. Et donc, il faut absolument que nous entamions ce grand débat. Et ça peut durer un petit peu de temps parce qu'il faut que chacun mette ce qu'il est capable de mettre sur la table et que nous regardions la part de l'assuré, la part des mutuelles et la part de l'assurance maladie. Et d'ailleurs, on a compris hier que c'était un débat, qu'on allait avoir un budget très paramétrique avec des mesures fiscales un petit peu écrites sur un coin de table. Et la ministre l'a regretté aussi. Il y a un débat qu'il faut avoir sur la santé en France. Et d'ailleurs, on a entendu Bernard Jomier dire qu'il y avait l'impensé de la prévention dans le budget. Mais bien sûr. En fait, on ne peut pas avoir ce débat correctement en quelques jours, en quelques mois comme cela. Elle a quand même dit, la ministre, je vous le rappelle, il faut essayer de permettre de vivre le plus longtemps en bonne santé. Et elle a raison. C'est la prévention, c'est justement comment on évite des maladies. Et on sait que, notamment sur le plan alimentaire, sur le plan de l'activité physique, sur d'autres plans, on peut obtenir une vie en meilleure santé plus longtemps. Et ça, il faut essayer de l'ancrer dans l'esprit des Françaises et des Français. Et je crois qu'il y a des efforts à faire. En termes d'éducation, en termes de communication et peut-être en termes de taxes comportementales, parce que je vous rappelle que nous avons produit aussi un rapport là-dessus et qu'il y a une vraie incidence de certains comportements en matière d'alimentation, notamment sur le sucre, le sel, le gras aussi, qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital très très tôt et puis avec des maladies chroniques après qui font peser sur le budget de l'État et sur le budget de tous les Français finalement des sommes considérables. Quand on parle des autres mesures d'économie, on va notamment parler des retraites. Oui, c'est ça. Le décalage de l'indexation pour les retraites, ça représente 3,6 milliards. Est-ce que c'est une ligne rouge pour la majorité sénatoriale ? Comme je le disais, c'est toujours difficile de demander des restrictions à tout le monde, parce que c'est ça ce budget. En fait, on va essayer de taper au portefeuille de tout le monde, des particuliers, des assurés, des entreprises, etc. Et donc, c'est vraiment compliqué. Je pense que sur les retraites, on aurait pu imaginer, par exemple, d'indexer au même moment que toutes les autres prestations sociales. Je vous rappelle que le RSA, toutes les autres allocations qui sont données sont indexées au 1er avril. Or, les retraites, c'était le 1er janvier. On aurait pu retarder d'un trimestre. C'est vrai que 2 trimestres, ça me paraît beaucoup. Voilà, donc on aura ce débat. Voilà, mais c'est ça, il y a un débat au Parlement. Ça veut dire que vous allez proposer que ce soit un décalage d'un trimestre et non pas de 2. Exactement. Alors par contre, le Premier ministre nous dit aussi, si vous avez finalement des recettes en moins, il faut me proposer autre chose. Il faut compenser. Elle doit être où la compensation? Alors moi, à titre personnel, j'aurais été beaucoup plus favorable à une journée de solidarité en plus. Ça a d'ailleurs été préconisé dans le rapport de mes collègues. En moins. Voilà, c'est ça. Et façon de le présenter. On a beaucoup de jours fériés en France, je vous le rappelle, par rapport à d'autres pays. Et on peut peut-être mettre, en tout cas, ce point-là sur la table. Oui, on avait vu cette idée notamment pour financer les EHPAD ou pour financer... Exactement, c'est ce que j'allais vous dire par rapport au mur du vieillissement. Nos collègues qui ont produit un rapport récemment sur justement l'état des EHPAD nous disent, elles, que pour certaines, pas toutes les 3, mais parce qu'il y avait 3 rapporteurs sur ce sujet,
au moins 2 d'entre elles ont dit mais il faut une journée supplémentaire de solidarité parce que nous n'arriverons pas à financer sinon le vieillissement, c'est-à-dire l'aide à domicile, parce que ça c'est les montants de dépenses seront considérables dans les prochaines années, et surtout maintenir des EHPAD dans tout. Et moi j'étais très heureuse pendant l'audition de Paul Christophe, ministre des Solidarités, qu'il nous rappelle qu'il était favorable à des petits EHPAD, c'est-à-dire des lieux pleins d'humanité et en proximité avec les familles. Et donc, il faudra financer ça. Et surtout, les restructurer, parce qu'on voit bien que les EHPAD d'hier ne correspondent plus non plus aux besoins d'aujourd'hui. Sur les retraites, il y a eu des passes d'armes en commission, puisque le budget est examiné en commission à l'Assemblée nationale, sur la question de l'abrogation de la réforme. Il faut revoir la réforme des retraites. Moi, je pense que c'est criminel de proposer une chose pareille. En 2026, donc c'est demain, le déficit de la branche vieillesse dépassera le déficit de la branche maladie. Alors comment on fait? Enfin, c'est irresponsable. On pourrait dire que c'est de l'insouciance, hein, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on a un système par répartition, ou alors à moins de changer de système. Mais c'est les actifs qui payent en partie, parce que maintenant il y a aussi de la TVA, il y a d'autres fiscalités qui apportent des recettes pour les retraites, mais c'est quand même la répartition, c'est des actifs, et les actifs diminuent par rapport aux pensionnés. Donc je pense que vraiment c'est irréaliste, et je trouve que c'est du temps perdu, du temps politique de perdu. Il y a des députés de gauche qui proposent une conférence de financement sur les retraites, justement avec les partenaires sociaux, pour trouver d'autres recettes. Pour vous, c'est pas une idée à exploiter? Mais si, c'est toujours intéressant de discuter. Moi, je pense que la réforme des retraites, elle s'est faite dans un climat absolument délétère, difficile. Je pense qu'on emporte certains des stigmates. Pour autant, il faut continuer à travailler parce que nous n'avons pas réglé le problème du travail des seniors. Nous n'avons pas réglé le problème de la pénibilité. Et donc, il y avait eu des apports du Sénat, mais qui ont été retoqués aussi par le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Donc justement, il faut travailler. Il y a des propositions, des associations qui travaillent sur justement le travail des seniors. Inspirons-nous de leurs travaux. Et je pense que les partenaires sociaux sont aussi amenés à y réfléchir. Donc qu'ils partagent avec nous leurs perspectives, leurs prospectives. Je pense qu'il y a effectivement un débat sur les retraites à avoir de nouveau, parce que de toute façon, on voit bien qu'on aura un déficit dans les prochaines années qui sera conséquent. Et je rappelle que la CNRACL, la caisse de retraite des hospitaliers et des agents des collectivités territoriales, va augmenter justement en partie pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer la retraite des pensionnés. Donc les retraites, c'est effectivement une question importante dans un pays où la démographie des actifs diminue. Merci Quentin, tout à l'heure. Merci Oriane, oui, je reviens dans le club des territoires. On parlera du 49.3 de Michel Barnier. Ça y est, le Conseil des ministres a autorisé son utilisation. Ce sera su dans le club. On voit l'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Limoges, on retrouve Sébastien Dubois. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Populaire du Centre. On va parler avec vous d'Octobre Rose, ces petits rubans que vous avez sur votre veste, Elisabeth Doineau, campagne pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Et c'est l'occasion justement, Sébastien, de faire le point sur ce dépistage. Oui, alors tout à fait. Nous, on s'est intéressé un peu aux opérations de reconstruction autour de ce cancer du sein. Mais la question qui se pose, vous parliez de la loi de finances et des économies nécessaires qu'il y a à faire. Dans la loi de financement de la sécurité sociale, il y a près de 30% d'économies qui seraient prévues sur certains centres de dépistage, notamment en Haute-Vienne. Il y a des élus qui s'en sont inquiétés au début du mois. Je voulais vous poser la question un peu de savoir, par rapport justement aux économies nécessaires à réaliser, est-ce que le dépistage qui, pris précocement, permet justement d'éviter les cas les plus graves et les plus dangereux de cancer du sein, ou d'autres cancers, est-ce que ça doit être une cible d'économie ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des économies à chercher ailleurs? Et est-ce que dans votre région aussi, Madame la sénatrice, est-ce que vous avez eu vent de ces problématiques autour des centres de dépistage pour le cancer du sein? Merci, monsieur, pour cette question. D'abord parce que, et oui, j'arbore ce petit ruban rose pendant tout le mois d'octobre, mais je pense que c'est toute l'année qu'il faut penser effectivement.
et à la prévention et au cancer du sein et au cancer en général. J'ai ma collègue Florence Lassarade qui a posé une question hier à la ministre justement parce qu'elle était inquiète aussi. Je pense qu'il n'y a pas d'économie à faire sur ce budget lié aussi bien à la prévention qu'aux soins des cancers. Par contre, il faut effectivement, comme je le disais tout à l'heure, regarder la pertinence aussi des dépenses. Mais la réalité, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une difficulté sur la prévention parce que il n'est pas aussi facile aujourd'hui de repérer à quel moment on doit faire justement ces examens. Les courriers ne sont pas envoyés comme avant de façon directe à l'assuré. Là, il y a un petit problème que notre collègue a mis en avant. Il faut que j'y regarde précisément, mais en tout cas, l'efficience n'est pas là. Sur le cancer du sein, notamment tous les cancers, je dirais féminins aussi en particulier, il y a une proposition de loi qui va passer la semaine prochaine au Sénat, où là on propose de rembourser justement toutes les réparations. Et là, autant je suis sensible au fait, parce qu'il y a une bonne intention derrière tout ça, hein, et que l'accompagnement est certainement pas optimal aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Mais de là à faire de ce cancer-là en particulier une loi, ça me gêne parce qu'il y a une rupture d'égalité. Une jeune femme qui a une alopécie, qui perd ses cheveux, par exemple, n'aurait pas finalement la gratuité de l'achat d'une perruque, et contrairement à celle qui a eu un cancer. Et je trouve que là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, on aura un grand débat la semaine prochaine là-dessus, mais ça veut dire qu'a priori, vous n'allez pas voter. C'est un texte à l'initiative des communistes qui vise à rembourser intégralement par l'assurance maladie les traitements. Vous savez, on a voté des propositions de loi des communistes. Mais ça veut dire que là, vous n'êtes pas parti pour le voter ou vous allez chercher un compromis La Constitution, c'est l'égalité pour tous. On ne doit pas faire des cas particuliers. Et donc là, il y a une rupture d'égalité. Et comment peut-on expliquer justement à d'autres malades, d'autres maladies qui ne pourraient pas bénéficier, eux, d'une gratuité? Comment vous allez expliquer ça? Donc, je crois qu'il vaut mieux essayer de trouver pour le plus grand nombre une prise en charge acceptable. Ou pas de prise en charge du tout pour l'assurer. Mais en tout cas, il faut chercher pour le plus grand nombre. Mais on ne doit pas faire des catégories, à mon sens. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'économie à proprement parler. En tout cas, moi, je ne voterai pas d'économie sur ce secteur-là. Sébastien, vous avez une autre question sur le tatouage réparateur. C'est votre une, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, parmi les actes de reconstruction pour réhabiliter, pour reprendre un peu le contrôle de son corps, c'est ce que nous expliquent les personnes que ma collègue Hélène Pommier a rencontrées. Il y a une vraie question qui rejoint celle du financement, qui est de dire que les femmes souvent ne savent pas à quoi elles ont droit. Alors, le tatouage est une technique innovante, qui rencontre un certain succès. Nous, on a rencontré Marie, notamment, qui a eu recours, qui a mis longtemps à choisir, mais qui finalement en est très, très contente. Et la question qui se pose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fonction des CPAM, des établissements, des départements, il n'y avait pas une même prise en charge. La politique n'était pas unique. Et est-ce que pour faciliter finalement la connaissance que pourraient avoir les femmes de leurs droits, est-ce qu'il ne faudrait pas une harmonisation? Alors, si on va par le haut, ça serait la gratuité pour tout le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à minima, que ce soit harmonisé pour que partout sur le territoire, vous parliez d'égalité, ce soit possible de connaître parfaitement ses droits d'un simple clic sur un site Internet? Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'accompagnement finalement, parce que se retrouver belle, retrouver de la confiance en soi, ça peut passer par un tatouage, par une reconstruction mammaire, ça peut passer par d'autres aussi possibilités. Et je pense que c'est l'accompagnement dans sa globalité qu'il faut revoir et qu'il faut absolument proposer aux femmes qui, après une opération qui est déjà très très lourde à supporter, qui a des conséquences importantes, eh bien qu'elles aient connaissance de tout l'éventail des possibilités qui s'offrent à elles. Je pense effectivement qu'en fait, il faut réfléchir à un accompagnement global et qui soit précis sur les aides qu'elles pourront obtenir pour cette reconstruction. Merci Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet évidemment très important. Un tatouage pour se reconstruire. C'est à la une du Populaire du Centre ce matin. Merci beaucoup Sébastien Dubois, merci Elisabeth Doineau. Merci d'avoir été notre invitée.